Visa, séjour, asile et exception. Comment ça fonctionne en Belgique? Comment augmenter ses chances d'obtenir séjour et visa pour aller en Belgique? Face à face spécial, je reçois ce lundi 15 juillet, après le journal de 19h, Monsieur Freddy Rosemond, directeur général de l'Office des étrangers belges. Rediffusion ce mardi 16 juillet, après le journal de minuit, après le journal de 7h. Visa, séjour, asile et expulsion. Nous sommes de nouveau au Royaume de Belgique avec vous, Monsieur Freddy Rosemond. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de l'Office des étrangers. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, explication d'abord. Qu'est-ce que l'Office des étrangers en Belgique? Donc, nous sommes le service de migration qui a dans ses compétences l'accès au territoire, le séjour. Et séjour, ça peut être pour différentes raisons. Pour travailler, pour étudier dans le cadre du regroupement familial et à partir de l'asile, on fait le début, on fait la fin et l'éloignement, au moment que les gens n'obtiennent pas un ordre de quitter le territoire, on doit faire sûr qu'ils quittent le territoire, non seulement le territoire belge, mais aussi le territoire de l'espace Schengen. Et là, on fait le retour forcé, pas volontaire, ça c'est une autre instance belge. Alors, c'est l'accès, c'est le séjour et c'est l'éloignement. C'est vous qui régulez tout ça. Oui, vous êtes un peu, pour les Congolais qui nous écoutent, vous êtes un peu la Direction Générale des Migrations, la DGM de la RDC. Tout à fait. C'est pour ça qu'aussi on a depuis longtemps une collaboration très étroite et très productive avec le DGM, entre-temps plus que 15 ans. Alors, s'il faut parler des difficultés d'obtention du visa, des difficultés de séjour, particulièrement pour les étudiants et pour ceux qui veulent aller travailler, c'est vers vous qu'il faut aller. En grande partie, oui. Visa, notamment, c'est le agent Schengen. C'est une initiative européenne de rassembler toutes les demandes ici à Kinshasa à un lieu. On représente là 17 pays européens, pas la Grèce, l'Espagne et l'Italie, mais tout le reste passe par notre maison, avant maison Schengen, maintenant ça a un autre nom, et on règle toutes les demandes de visa là le mieux que possible. Donc nous on dira maison Schengen aujourd'hui, mais c'est 17 pays, vous dites, mais c'est la Belgique qui prend la décision. C'est la Belgique qui prend la décision en représentation. Donc, ça peut être que dans d'autres pays, c'est la France ou l'Allemagne qui prend la décision pour nous, parce que naturellement, ce sont tous des règles Schengen. C'est le code de visa Schengen qu'on applique. Donc, pour tout le monde, les règles sont les mêmes. Mais pour qu'on comprenne bien, c'est donc 17 pays qui ont un fichier central, qui prennent la décision en même temps, ou c'est Bruxelles qui prend la décision à un moment après un certain temps, parce que beaucoup se plaignent de la lenteur, en tout cas jusqu'à il y a peu, c'est Bruxelles qui prend seule la décision en réfère aux autres. C'est Bruxelles qui prend seule la décision, ou ici, parce que n'oublions pas que toutes les décisions positives sont prises ici directement. Et on reproche souvent qu'en effet le délai est un peu plus long. Ça veut dire que le dossier était douteux, pas nécessairement négatif, mais au moins douteux, et que le dossier est envoyé à Bruxelles pour une décision chez nous à l'office. Qu'est-ce que ça veut dire dossier douteux? Douteux, ça peut être qu'il y a des pièces qui manquent, ça peut être qu'on doute sur la vérité de certain nombre de déclarations, ça peut être que quelqu'un a déjà une histoire en Belgique qu'on doit vérifier d'abord. Qu'est-ce qu'il a fait là? A-t-il obtenu les procédures correctes? Des choses comme ça. Alors, pour ceux qui nous écoutent, parce qu'ils sont nombreux à nous poser des questions sur cette maison Schengen, celui qui n'a jamais obtenu de visa, est-ce qu'il a la même chance que celui qui en a déjà obtenu de recevoir ce visa, s'il a le dossier complet? Il a la même chance quand le dossier est complet, seulement ça va aller un peu plus vite pour ceux qui ont déjà voyagé plusieurs fois. Quid des rendez-vous? Parce que pour être su, c'est des rendez-vous, et je pense que dans les 6-12 mois, ça devient compliqué. C'est vrai, après le Covid, il y a de plus en plus de demandes, donc les affaires étrangères belges sont adaptées à la situation réelle. C'est l'impression pour avoir un rendez-vous. Il y a plus de guichets maintenant, il y a plus de personnel local, il y a une décision de délivrer des visas beaucoup plus longue,
3, 4, 5 ans de validité, plusieurs entrées. Donc, les gens qui voyagent régulièrement ne doivent pas se présenter 2 ou 3 fois. Avec un visa, ils peuvent visiter non seulement la Belgique, mais l'espace Schengen plusieurs fois, ce qui évite de nouveau la pression sur les rendez-vous. Mais un des plus importants, et j'ai dit ça déjà plusieurs fois ici, c'est que les gens n'ont pas besoin d'une agence pour avoir un rendez-vous. Parce que on constate maintenant que dès que la maison Schengen ouvre des rendez-vous, dans 10 minutes, ils sont tous pris parce que l'agence de voyage le monopolise. Et ça, c'était jamais le but. C'est pas le but. Et si les gens font ça eux-mêmes, non seulement la demande va être faite beaucoup plus correcte, parce que les gens savent mieux expliquer qu'une agence pourquoi ils viennent et qui viennent-ils visiter, où vont-ils loger, qu'une agence qui dit pour tout le monde c'est du tourisme parce que c'est plus facile. Ça c'est une chose. Et la deuxième chose est que les gens avec ça gagnent au moins 400, 500 dollars parce que ça c'est le prix que pour l'instant un rendez-vous coûte via une agence. Il n'y a aucun lien entre la maison Schengen et l'agence. C'est vraiment, ça n'existe pas. C'est aussi une question que j'ai déjà eue plusieurs fois. Il n'y a aucun lien. Il n'y a pas de contrat. Les agences monopolisent le système et ça part bien. Oui, mais comment elles font pour monopoliser un système alors que la demande est individuelle? Parce qu'ils mobilisent beaucoup de gens pour que dès que dans le système informatique, les rendez-vous s'ouvrent, dès que d'aller les prendre. Mais comment ils le savent que les rendez-vous s'ouvrent? Ça, ils voient, ils font un monitoring continu et dès qu'il y a 100 places qui s'ouvrent, il y a 10 personnes quelque part qui vont prendre 10 places et donc le truc est plein. Et ces 10 places par 10 fois 10 sont vendues après à des autres. Et ça, c'est un système qui... mais la personne individuelle qui est de bonne foi et qui veut faire son demande correctement, mais lui hors circuit où il doit attendre, comme vous dites, plusieurs mois. Et ça, c'est pas du tout le but. Donc, aussi, du côté informatique, le Bruxelles Affaires étrangères est en train de voir comment on peut éviter ça avec une comparaison des adresses IP, des adresses email et tout ça, mais ça paraît pas si simple. Il y a beaucoup de rendez-vous par jour, par mois, par an? Ils ont maintenant ouvert, ils sont plus que 10 guichets, on était 6, donc c'est presque un doublement, il y a plus de personnel, c'est des milliers de demandes par mois. Hein. Des milliers par mois? Des milliers. Et combien d'obtentions? Le taux de coopération tourne autour de 80%. 80? Ah oh, ça c'est... C'est 4 sur 5. Ah, c'est un grand changement. Avant, c'était plutôt 1 sur 5. Non, c'est jamais été 1 sur 5. Ça a été 3 sur 5, 2,5 peut-être, mais pas plus. Au moment où on constate que l'Europe ferme ses frontières, vous ouvrez le visa? L'Europe ferme ses frontières pour des demandeurs d'asile abusifs. Ça, c'est tout à fait autre chose, parce que tout le monde a besoin des contacts, certainement après le Covid, pour les affaires, pour la visite familiale, pour le tourisme pur. Quelqu'un qui vient dépenser de l'argent en Belgique, n'importe quelle nationalité, bienvenue. L'économie belge doit aussi tourner. Alors, je rappelle que vous êtes, vous, au Office des étrangers, vous avez compétence sur le visa, le séjour, l'asile et l'expulsion. On va parler des expulsions, on va parler de l'asile. Parlons visa et séjour. La Belgique était un pays où convergeait beaucoup de monde il y a encore pas très longtemps, mais est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Est-ce qu'il y a toujours beaucoup de Congolais qui vont en Belgique? Il y a encore toujours des Congolais. Je pense qu'après la France, on est le pays le plus visité. Aussi, nos statistiques sont un peu, comment je dirais, pas parlant, parce que beaucoup de Congolais obtiennent aussi la nationalité belge. Et naturellement, dans nos statistiques, à ce moment, ils sont belges et l'office n'est plus compétent. Mais ils sont d'origine congolaise, ils ont toujours encore des liens très étroits avec le Congo, ils sont là, mais comme belges. Et là, le nombre des Congolais qui obtiennent la nationalité, c'est presque 1000 par an. Donc, c'est pas rien. Plus que les visas. C'est l'Office des étrangers. Ils sont sur l'Office des étrangers tant qu'ils sont étrangers. Une fois qu'ils deviennent belges, ils sont plus dans l'Office des étrangers. Mais par rapport à
population congolaise de Belgique, c'est quel pourcentage qui prennent la nationalité? Puisque c'est d'abord à l'Office des étrangers qu'on pose la question. Non, la nationalité, c'est une loi à part. C'est géré par la justice belge. Et il y a deux moyens, via le Parlement ou via les tribunaux. Il y a un pourcentage. On a plus ou moins 30 000 Congolais en Belgique pour l'instant avec un séjour légal. Et s'il y en a 1000 par an qui obtiennent la nationalité, vous pouvez faire le calcul vous-même. 3-4%. Oui, c'est quelques pourcents, mais quelques pourcents chaque année. Donc ça, c'est quand même un groupe important d'origine congolaise. Ça veut dire ceux qui ont une autre nationalité, et ça peut être français, mais aussi belge, hollandaise, mais né à Congo. Le groupe est beaucoup plus grand. Là, on frôle les 100 000. Mais vous dites donc 30 000 en séjour légal, oui. 1000 naturalisations par an. Combien d'illégaux? Ça, vous n'en avez pas. Ça, personne ne le sait parce que ça, c'est vraiment impossible de conclure. Naturellement, on peut déduire un certain nombre de choses. On peut déduire que si on a pour l'instant 1200, 1300 demandes d'asile, le taux de reconnaissance d'avoir une décision positive est très faible. Donc, il y a au moins 1000 illégaux potentiels qui s'ajoutent au groupe existant par an. Naturellement, du 1000, on ne sait pas si les gens quittent eux-mêmes, s'ils vont aller voir en France, s'ils vont aller voir en Turquie, en Maroc. Ça, c'est impossible de savoir. Mais le groupe est considérable. Sur 1000 demandes d'asile, c'est 30 qui reçoivent le séjour par an. Sur les 1200, 1300, c'est moins que 10% qui reçoivent le séjour. Et les autres sont expulsés, peuvent transformer cette demande en un séjour travail, séjour étudiant. Qu'est-ce qui se passe pour celui qui arrive en bout de démarche administrative? Au moment que la décision d'asile est négative, c'est quasi impossible de changer de statut. Avoir un autre statut, ça c'est possible, c'est même souhaité. Mais ça, il faut demander et commencer avec ça via l'ambassade. Avoir un séjour comme travailleur, un séjour comme étudiant, c'est un séjour dans le cadre d'un regroupement familial. Venir rejoindre votre épouse, vos enfants, tout ça existe, est possible, est parfois pas utilisé parce que les gens croient quelqu'un qui leur dit il faut introduire une demande d'asile. C'est pas la bonne procédure. La bonne procédure est suivre les réalités. Et la réalité va via l'ambassade. C'est pas une demande de court séjour, c'est une demande de long séjour. Tout ça est bien indiqué sur le website de l'ambassade, sur notre website. Pour changer de demande d'asile en un autre statut, c'est quasi impossible, parce que là, les deux ne vont pas ensemble. La suite de demande d'asile négatif, c'est d'abord un ordre d'équité territoire, c'est en étape. Après, quelqu'un va être demandé de suivre un coaching pour lui expliquer qu'est-ce qui se passe, quelles sont les possibilités. Et la possibilité que vous venez de demander ne sera pas un séjour, ce sera un retour. Mais on essaye de promoter le retour volontaire. Mais si les gens ne l'acceptent pas... Expulsion. Expulsion, ça veut dire retour forcé. C'est d'abord contrôle policière. Après, séjour dans un centre de détention, un centre fermé géré par nous. Et finalement, dans l'avion commercial ou spécial. On va revenir sur les expulsions, mais pour celui qui est étudiant, veut passer au séjour salarié, est-ce qu'il doit aussi revenir au niveau de l'ambassade alors qu'il réside déjà en Belgique? Pour quelqu'un qui est résident, ça c'est relativement récent, ça, entre-temps 2 ans et demi. Pas sur base d'une directive européenne. Ceux qui ont obtenu leur diplôme comme étudiants reçoivent 1 an pour chercher du travail. Et au moment qu'ils ont trouvé du travail, qu'ils ont trouvé un employeur, ils peuvent se transformer d'étudiants en travailleurs. Et ça, ça prend du temps, c'est chose facile?
C'est aussi, ça relève aussi de vous, de l'Office des étrangers? Le changement de statut, oui. Le trouver du travail, naturellement pas. Mais ça, quand même, en général, de tous les étudiants qu'on a, plus ou moins 1000 personnes, toute nationalité, 1000 personnes qui font ce changement. Il y a d'autres qui sont pas intéressés, qui retournent dans leur pays après les études. Alors, on rappelle que nous recevons le directeur général de l'Office belge des étrangers, accès, séjour, éloignement, soit de visa, séjour, asile et expulsion. Alors, on commence à parler des expulsions. On ne reste pas encore, on n'entre pas encore dans la problématique des réfugiés politiques. Moi, je voudrais, puisque nous étions au mois de juin en semaine Belgique et qu'on nous a beaucoup parlé de Frontex, la police sans frontières, je voudrais parler un peu avec vous de cette polémique où l'on dit que l'on fait une police qui opère aux frontières de Schengen, mais où on voit de la problématique de la longévité des séjours sans réponse. Vous dites que c'est vous qui donnez les réponses positives ou négatives, mais à des moments, ces réponses mettent du temps à venir. Celui qui a attendu 4, 5 ans, voire plus, sans réponse, et qui a fondé famille, qui est implanté dans la société, dans la communauté belge, à qui on dit du jour au lendemain, vous devez quitter le territoire. Quid? C'est la durée du procédure d'asile, c'est en effet un problème. On essaye, je pense, pas seulement la Belgique, tous les pays essayent de le garder le plus court que possible, mais c'est aussi lié avec le nombre de demandes. Si on a 100 demandes à examiner, ou si on a 35 000 demandes à examiner, ça dure plus longtemps. Donc, la durée du procédure est légèrement en train d'augmenter en Belgique. C'est pas encore 3-4 ans, hein. C'est en moyenne maintenant un an, 2 mois, maximal. Là, vous ne pensez pas, vous ne parlez pas, vous n'évoquez pas tous les recours possibles et la procédure qui est beaucoup plus longue que uniquement vous. Un an, 2 mois, recours inclus. 2 mois à l'office, 6-7 mois au commissariat général et apatride et 2-3 mois, 3 mois, max 4 au tribunal, parce que le Congo a mis par les autorités belges dans le fast track. Et le fast track, ça veut dire une procédure vite. Pourquoi? Pourquoi le Congo? Parce que le taux de reconnaissance est tellement faible. C'est la même chose avec la Géorgie, le Moldavie, un nombre d'autres pays d'où le taux de décision positive est très, très maigre. Et donc, ce lutte contre une procédure longue est quelque chose qu'on fait continu, mais de l'autre côté, une des raisons pourquoi je suis ici en Congo, c'est justement éviter des demandes d'asile abusives, parce que le moins qu'on a, le moins de durée que ça va prendre pour les réfugiés réels, qui vont avoir à ce moment une décision pour eux positif, beaucoup plus rapide. Donc, ça, c'est un peu un ensemble. Le moins les gens qui abusent, et c'est pas seulement pour les Congolais, c'est pour toutes les nationalités ensemble, le moins les gens qui abusent le système d'asile, le mieux que c'est pour ceux qui ont réellement besoin de protection. Et pour ceux qui ont fondé famille, ces enfants de 2-3 ans, parce que vous dites 1 an et demi, 2 ans, mais il y en a qui se retrouvent quand même dans le cadre de plus que ça, et qui ont déjà des attaches en Belgique. Le regroupement familial, ça existe. À ce moment, on regarde cas par cas. Est-ce en relation sérieuse? Sont les enfants réels? Sont les enfants... Chez vous, il n'y a pas d'enfants fictifs. Tout est à l'état civil. Un enfant né en Belgique... Il y a des reconnaissances fictives. Des hommes qui se font payer parce que à ce moment, la mère donne un enfant, parce que ce sont des hommes belges, donc l'enfant obtient la nationalité belge, et les dames, les mères, sont à ce moment mères d'un enfant belge, et peuvent par cela avoir plus facile le séjour en Belgique. Même chose pour les hommes. Le cas qu'on a eu, c'est un homme qui a reconnu 17 enfants chez 17 dames différents qui se fait payer pour ça. Il se trouve en prison maintenant. Comment vous faites pour séparer, comme on dit dans la Bible, le grain et l'ivraie, sachant qu'au Congo, l'état civil n'est pas
Le meilleur état civil du monde. Oui, mais ce ne sont pas des enfants qui sont nés en Congo, parce que s'ils sont nés en Congo, ça ne sert à rien. Oui, mais je parle des parents. Je parle des parents. Oui, comment vous faites? Comment on fait pour savoir que tel est membre de famille de tel? Est-ce que il y a pas une complexité particulière du fait? Naturellement, ce sera mieux, et ça, mais ça, c'est de nouveau pour tout le pays, qu'il y a un état civil complète, même avec des empreintes digitales, avec qu'un certain nombre de pays ont pour l'instant. Mais ça, c'est un processus qui est long et qui dure et qui peut prendre extrêmement beaucoup d'argent. Mais ça, c'est à rêver. Qu'est-ce qu'on fait? On utilise les documents et les renseignements qu'on a. Octroi d'asile. Parlons-en. Pourquoi tel et tel pays sont éligibles? Est-ce que on a vu récemment le cas d'un Australien bloqué des années, c'est un cas emblématique, parce qu'il avait fait fuiter des documents secrets d'État américains. Il n'a pas pu bénéficier du droit d'asile parce que son pays n'était pas considéré comme. On parle de la Convention de Genève là. Quels sont les pays? Comment est décidé que tel ou tel pays est éligible à cette asile politique? En Belgique, on n'a pas une liste des pays comme ça. On traite et on examine cas par cas, vraiment cas par cas. Le seul qu'on a, c'est une liste de pays sûrs. Ça veut dire que là, l'examen peut être un peu plus léger parce qu'on considère que les vrais demandeurs viennent pas de là. Notre liste est assez limitée, c'est presque tout le Balkan, donc Serbie, Monténégro, Macédoine, Albanie et l'Inde. Pas plus que ça. On a la fast track, et ça c'est le Congo, Moldavie, Géorgie et encore deux, trois autres pays. Ça c'est un traitement rapide, mais tout le reste c'est vraiment cas par cas. Et à ce moment, tu peux avoir 99 refus et un accord parce que la personne en question est vraiment quelqu'un qui craint une persécution dans le cadre du Convention de Genève. Parce que la Convention de Genève, c'est un crainte de persécution individuelle faite par l'État. Donc, le problème avec votre voisin, votre méchant belle-mère et tout ça, ça ne joue pas. C'est vraiment par l'État une persécution pour des raisons politiques, religieuses, apparence à un groupe social, c'est l'article 1A du Convention de Genève. Edward Snowden vient d'un pays sûr. Il aurait demandé l'asile en Belgique, on le lui aurait octroyé? On aurait examiné individuellement qu'est-ce qu'il a fait. Est-ce ça passe quelque chose qui peut être poursuivi à la justice, un crime normal. Tout ça, c'est un examen individuel. Celui qui fait fuiter des informations au Congo et celui qui fait fuiter des informations des États-Unis n'est pas traité au même niveau? Il est traité au même niveau, seulement on doit voir si le fait de fuiter provoque une poursuite. Partout, elle provoque des poursuites. Oui, mais ça, en poursuite en justice, c'est autre chose que quelque chose dans le cadre du Convention de Genève. Parce qu'en justice, en principe, on part du principe que la justice n'a aucune influence par l'État, que la justice est indépendante et qu'à ce moment, quand la juge considère que l'action que quelqu'un a fait est une action qui doit être punie, la Convention de Genève ne va pas intervenir. Vous parlez de justice? Oui. On parle de justice américaine. Parlons de la justice congolaise. Je parle Deux cas. Je parle de justice de tous les pays. De tous les pays. Deux cas. Franck Diongo. Pourquoi lui avoir donné, puisque c'est lui-même qui a fait la déclaration, on peut en parler, pourquoi lui avoir donné alors que lui se plaint de différends avec la justice congolaise? Honnêtement, c'est le commissaire général aux réfugiés apatrides qui prend la décision. À part, ce monsieur est un des exceptions aux règles générales que le taux de reconnaissance des Congolais est assez bas.
pour ne pas dire presque inexistante. Si l'État congolais ou le gouvernement congolais a un problème avec ce monsieur-là, que j'ai l'impression que c'est quand même le cas, on peut introduire des actions à la justice belge parce qu'il est en Belgique pour l'instant. Menacer des gens, insulter des gens, ça peut être puni par la justice belge. Je ne sais pas parce que vous avez le statut de réfugié politique que vous pouvez faire n'importe quoi. Donc lui est éligible et donc il l'a obtenu. Apparemment. Vraiment, je ne connais pas tous les cas individuels. C'est impossible, ça. Mais au moment que les gens ont reçu le statut de réfugié, ce n'est pas le moment ni le but de commencer à critiquer tout le monde. Et en partant du principe que, parce qu'il y a eu une forte attaque, on ne va pas parler politique française, contre Jean-Luc Mélenchon pour des propos antisémites tenus, est-ce que Jean-Luc Mélenchon, s'il était menacé par la justice ou par son pays au niveau politique, aurait pu obtenir asile en Belgique? Non, parce que quand il a la procédure en France, il peut, via la justice française, prévoir ses droits. Sans demande, au moins sans demande, vous l'avez dit en conférence de presse ici à Kinshasa, pardon, sans demande d'asile politique en Belgique pour des Congolais. Pour vous, c'est trop, mais quand est-ce que c'est trop, quand est-ce que c'est pas trop? Parce que aujourd'hui, ceux qui déposent la demande, c'est qu'ils ont des arguments. Comment est-ce que vous faites le lien ou la différence entre les vrais et les faux? L'erreur de base est déjà considérer que quelqu'un qui fait la demande a des arguments. Ça, c'est pas juste. Les gens, ils disent qu'ils doivent rencontrer une histoire parce ils ont 2 interviews, donc ils doivent dire quelque chose, mais c'est souvent ou sifflé par quelqu'un d'autre qui dit, si vous dites ça, si vous dites que vous êtes homosexuel, ça va être sans problème. Mais s'il l'est. S'il est, on va examiner si dans son cas, il va avoir des problèmes. Souvent, il ne l'est pas. Comment vous le savez ça, qu'il est ou qu'il l'est pas? Parce qu'on regarde son statut, s'il a introduit une demande de visa, on regarde les données qu'il a données ça, et c'est pas rare que quelqu'un dise je suis homosexuel, mais entre-temps, il a une épouse et 3 enfants. Mais c'est pas incompatible non plus. C'est pas incompatible, mais c'est quand même relativement inhabituel, je dirais. Et en ce moment, on va examiner où avez-vous eu de problèmes, vous sortez où, vous sortez quand, vous sortez avec qui. Le commissaire général fait un examen vraiment individuel, mais approfondi. Donc, simplement dire, moi, j'ai changé de préférence, c'était d'abord les femmes et maintenant les hommes, ça ne va pas marcher. On doit vraiment avoir des preuves, on doit avoir des indications où il a eu un problème. Ben, des autres, c'est par exemple, un exemple, j'ai participé à une manifestation. Et on m'a arrêté, on m'a mis en prison et j'ai des problèmes avec l'État congolais. À ce moment, on va demander quelle manif. Est le manif réel? Combien de participants ont fait ça? C'était pourquoi? En prison, c'est quelle prison? Ce prison-là, il a combien d'étages? Il a combien d'entrées? Le cafétéria ou le réfectoire est à gauche ou à droite? Ah, juste ça? Juste ce détail. Et à ce moment, quand les gens ne savent pas répondre parce qu'ils n'ont jamais participé à la manif, le manif peut-être n'a même pas eu lieu, c'est clair que c'est fabriqué. Vous dites éviter les trafiquants. Il existe des trafiquants? Il existe des trafiquants partout. On parlait d'agence tout à l'heure pour la maison Schengen. C'est quoi ce type de trafic des obtention d'asile politique en Belgique? C'est contre-paiement, préparer une histoire, préparer des documents, essayer de faire voyager quelqu'un
Le fait que les gens doivent payer pour ça est déjà pour nous quelque chose qui indique qu'il y a quelque chose un peu fishy, un peu mauvais en ça. Oui, mais c'est celui qui veut prendre un avocat pour avoir toutes les chances de son côté. L'avocat n'est pas trafiquant. Se faire aider pour obtenir gain de cause n'est pas forcément avoir triché. Mais un avocat ne va pas aider à voyager. Un avocat est là en justice ou dans un nombre de procédures. Ah, là, vous parlez uniquement du voyage. Oui, du voyage. C'est clair. Ici, mais aussi dans d'autres pays, c'est la même chose en Cameroun, c'est la même chose en Guinée, où les gens sont presque obligés de passer par quelqu'un qui va leur organiser le voyage, souvent avec de mauvaises informations, parce qu'ils ne connaissent pas la personne, ils ne savent pas s'il va visiter sa sœur ou son frère ou ses enfants, mais avec de l'information correcte, la demande passe plus, non seulement plus vite, mais aussi plus facile. De dire c'est tourisme, de prendre réservation booking.com d'un hôtel. Après une semaine, on annule la réservation parce qu'autrement ça commence à coûter. Et à la frontière, on ne sait pas expliquer ce qu'on vient faire parce qu'on ne sait même pas ce que le trafiquant a mis dans la demande de visa. Mm-hmm. Ça arrive aussi quelques fois par mois que les gens sont refoulés à la frontière belge à Zaventem parce qu'ils n'ont aucun clou qui est dans leur demande de visa. Et là, le policier belge peut, avec toutes les demandes de visa sont généralisées, sont rassemblées dans le VIS, le Visa Information System. Pas seulement les Belges, mais toutes les demandes de visa internationaux. Donc, le policier belge peut le demander. Voilà, vous avez indiqué ici que vous allez faire du tourisme avec une visite de 5 villes, lesquelles? Il ne sait pas parce que finalement il vient visiter sa sœur ou et il va être logé là, ce qui est normal, ce qui est tout à fait normal, mais il faut le dire. Vous dites trafiquants à éviter, mais que privilégier alors? Je ne vous demande pas d'aider ceux qui veulent tricher à tricher, mais au moins de permettre à ceux qui veulent ou sont vraiment dans un besoin d'asile, de ne pas se retrouver entre les mains de vendeurs de... C'est en général être le plus honnête que possible. Ça, pour une demande de visa, être le plus honnête que possible avec le renseignement le plus concret et le plus vrai que possible. Oui, mais celui qui va pour un asile politique, il va pas dire je vais pour un asile politique. Non, lui pas. Mais ça, c'est un nombre très très bas, soyons clairs. C'est pour ça qu'on a, même dans notre taux de demandeurs d'asile politique, on a seulement autour de 10% des gens qui sont venus avec un visa. Le reste vient via la Turquie, via Chypre. Ils prennent Turkish ou le RAM. Ils prennent pas SN ou Air France. Air France. Vous parlez des efforts faits avec la DGM pour endiguer ce phénomène. Est-ce que c'est la DGM la mieux indiquée pour cela? Le DGM nous tient au courant de ce qui se passe en Congo. Le DGM est aussi c'est un service frère de nous, donc on compare des formations, on compare des procédures, on aide même à construire avec eux un nombre de bâtiments frontalières, cette agence provinciale, mais c'est clair qu'on aide l'un l'autre. On va pas, pour une demandeur d'asile, demander au DGM si c'est vraiment quelqu'un qui a des dangers ou pas. Ça, c'est pas possible. On va pas non plus demander à l'ambassade congolaise à Bruxelles, demander si quelqu'un a un problème ou pas. C'est vraiment un examen indépendant. On va peut-être consulter l'ambassade belge. On va consulter les NGO locales. On va peut-être consulter la presse, parce que si, par exemple, on parle de manif, en principe, la presse aurait rapporté sur ça. Donc, c'est pas avec l'État qu'on va examiner une demande d'asile. Au contraire, on laisse l'État tout à fait en dehors. Mais pour revenir aux expulsions, quand les expulsions interviennent, par contre, la DGM contribue notamment à identifier que la personne à expulser est bien de nationalité congolaise. Est-ce que l'État congolais, puisque la France récemment s'est plaint des États du Maghreb, est-ce que l'État congolais est coopératif
administratif dans les expulsions. Donc oui, en effet, pour expulser quelqu'un, on a besoin de 3 choses. C'est la personne physique chez vous, un document de voyage et un moyen de transport. Et là, il n'y a aucun pays qui veut renvoyer quelqu'un qui n'a pas la nationalité. Parce que tôt ou tard, on va l'avoir de retour, ça coûte, c'est une énergie perdue. Donc, on doit être sûr que ce sont des nationaux qu'on envoie, non seulement en Congo, mais aussi en Cameroun ou en Guinée ou dans un autre pays. Et là, l'identification des personnes, ça se fait avec le DGM, oui. La coopération se passe bien. Cette coopération se passe bien, parce que aussi, je pense que le DGM, entre-temps, comprend que c'est le seul moyen de faire des procédures de migration correctes. Mais certains pays européens, on l'a vu lors de la campagne électorale en France, refusent de laisser expulser vers leur pays d'origine certains nationaux qui se retrouvent sur le territoire français. En ce qui concerne la République démocratique du Congo et la Belgique, il n'y a pas ce genre de cas. Non, mais ça ne veut pas dire que pour d'autres pays, on n'a pas le même problème que les Français. Ça dépend vraiment du taux de collaboration, du taux de confiance, du fait qu'il y a parfois d'aide économique, aide de développement. Tout ça est un peu... c'est très fluctueux. Vous êtes aujourd'hui en République démocratique du Congo. Vous venez souvent ? En moyenne, 1 fois par an. Ah, quand même. Pourquoi vouloir communiquer aujourd'hui? Pourquoi parler? Pourquoi ce désir d'expliquer votre travail et d'aider les candidats à l'immigration vers la Belgique? Parce que la dernière campagne d'information date de décembre 22, c'est déjà quand même 1 an et demi. Mon dernière visite date de septembre 23. Mais là, j'étais là pour ouvrir avec le directeur général du DGM un bâtiment provincial. Donc, on n'est pas toujours là pour donner d'infos. Mais cette fois-ci, vous avez particulièrement parlé. Oui, parce que le nombre reste quand même élevé. 1002, 1300 par an, c'est un nombre élevé. C'est du travail pour nous inutile quand la décision est négative. Mais en deuxième lieu, dans notre top 10 actuel, le Congo est le pays numéro 6 et c'est le premier pays où le nombre de demandes positives est si faible, si bas. Le premier, c'est maintenant la Palestine, la guerre en Gaza. Deuxième, c'est la Syrie. Beaucoup de Syriens qui ont des problèmes réels, mais qui sont passés par la Turquie. Troisième, c'est l'Afghanistan. Encore de jeunes Afghans qui étaient en route, qui ont fui le Taliban. Le 4e, c'est l'Érythrée. Pas vraiment en démocratie en Érythrée. Et le 5e, c'est les Turcs. Et ça, c'est une combinaison des Kurdes et des Gulenistes. Et le 6e, c'est le Congo. Plus que, à part l'Érythrée, premier pays d'Afrique, alors que beaucoup de pays d'Afrique connaissent plus de problèmes que la RDC. Tout à fait. C'est peut-être parce que la destination Belgique est plus attrayante pour les Congolais que d'autres. Peut-être, parce que la communauté est plus grande. Et dans notre top 10, on a encore la Guinée et le Cameroun comme pays africains. Pour avoir vécu en Belgique, je sais que l'Office des étrangers est souvent crainte. Qu'est-ce que vous faites pour, on va dire, humaniser ou faire en sorte, en Belgique aussi, que cet office des étrangers soit plus vu comme un office de facilitation du séjour que de complication de ce séjour? En tout cas, on essaye de passer l'information le plus correcte et le plus souvent que possible. Donc, avec les médias sociaux et tout ça, on essaye aussi de joindre les gens en Belgique et les autres, parce qu'on a, à part de différentes conférences de presse, différents interviews, on fait aussi une petite campagne sur les réseaux sociaux. Mais je trouve pas qu'un non-belge, donc un client, un étranger, doit craindre l'office. L'office fait son job.
au moment que les gens suivent la législation belge, qui est souvent législation européenne, il n'y a aucun problème avec nous et avec eux. Aucun. Qui craint, ce sont ceux qui ne doivent pas être là. Qui craint, ce sont ceux qui abusent des procédures. Qui craint, ce sont ceux qui essayent de quand même obtenir quelque chose auquel ils n'ont pas droit. Et ça, c'est lutter contre ça, est notre job.